Et nous voici sur le grand 4, définir le périmètre de consolidation en normes IFRS. On va attaquer avec le champ d'application correspondant à l'IFRS 10 qui définit les cas d'exemption, puisque une société doit présenter en normes IFRS selon les règles que nous avons vues un peu plus tôt dans le cours. Et il y a un cas d'exemption si 4 conditions sont respectées. C'est des conditions cumulatives. Elle est elle-même filiale détenue totalement ou partiellement par une autre entité, et tous ses autres propriétaires, y compris ceux sans droit de vote, ont été informés que la société mère ne présente pas d'état financier consolidé. Ces instruments de dette ou de capitaux propres ne sont pas négociés sur un marché organisé. Elle n'a pas déposé et n'est pas en voie de déposer ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'une autre autorité de réglementation. Et la société mère ultime ou l'une de ces sociétés mères intermédiaires présente des états financiers consolidés mis à la disposition du public qui sont conformes aux IFRS. Donc ces 4 conditions, si elles sont respectées, font que l'entité n'est pas tenue de présenter ses comptes en normes IFRS. Ça, c'est le premier cas de figure. Et vous avez un deuxième cas de figure, beaucoup plus simple à retenir, qui concerne les sociétés d'investissement qui, elles, sont exemptées de présenter des comptes consolidés, tout simplement. On se dirige maintenant sur les différents types de contrôles prévus par les normes IFRS. Avant de parler de ces différents types de contrôles, un point d'attention sur le calcul du pourcentage de contrôle en IFRS. Concernant donc le calcul, lors de décompte des droits de vote, cette fois-ci, on devra donc prendre en compte les actions potentielles dans le décompte des droits de vote. On va commencer donc par le premier type de contrôle qui est régi par l'IFRS numéro 10. On parle de contrôle et non de contrôle exclusif en IFRS. On n'a pas de contrôle de droit ni de contrôle de fait. On a tout simplement 3 critères à respecter afin de déterminer le contrôle. Premier critère, le pouvoir sur l'entité émettrice. Quand on parle de pouvoir, on parle de droit de vote, le droit de nommer ou révoquer des dirigeants, ou encore une prise de décision majoritaire sur certains investissements. Vous avez plusieurs types d'exemples, il y en a 3, c'est suffisant. Deuxième critère, l'exposition au rendement variable. Donc quand on parle de rendement variable, on parle de dividendes, d'avantages fiscaux. Et enfin, troisième critère à respecter, donc cumulatif, la capacité d'exercer le pouvoir sur l'entité émettrice. Donc la capacité d'exercer le pouvoir sur l'entité émettrice afin d'influencer finalement les rendements. En IFRS 10, comme on a vu pour l'ANC, dès lors qu'on a déterminé donc le type de contrôle, on va pouvoir en déduire de la méthode de consolidation. Donc comment va-t-on intégrer les comptes de la filiale dans l'entité consolidante? On devra donc appliquer la méthode de consolidation qu'on appelle consolidation tout simplement, qui se rapproche et qui est identique à l'intégration globale. Deuxième type de contrôle, le contrôle conjoint. Alors en IFRS, on parle de partenariat qui peut se définir comme un accord dans lequel 2 parties ou plus exercent un contrôle en commun. Le contrôle conjoint va se scinder en 2 types de 2 sous-catégories de contrôle conjoint, l'activité conjointe et la coentreprise. L'activité conjointe, elle se définit à partir du moment où il existe des accords contractuels ou d'autres faits et circonstances qui confèrent en substance aux partenaires des droits directs sur les actifs et des obligations directes sur les passifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la société, sur un contrat, il va être défini donc via des clauses que l'entité exerce donc le droit de pouvoir investir, donc acheter un actif ou tout simplement avoir le droit de le céder. Et indirectement, si on prend un exemple, donc par exemple un immeuble, j'achète un immeuble, donc j'ai le droit de voter pour acheter cet immeuble. Pour financer cet immeuble, je vais donc contracter un emprunt. Cet emprunt-là, je vais devoir donc le rembourser. Donc j'ai une obligation directe sur les passifs au titre de ce partenariat. Encore une fois, ici, on va devoir donc appliquer une méthode de consolidation afin d'intégrer les comptes qu'on appelle consolidation partielle, qui se rattache un peu, qui est semblable à l'intégration proportionnelle qu'on a vu en ANC. Le deuxième donc type de contrôle conjoint, qu'on appelle coentreprise,
Cette fois-ci, on parle de droit direct sur l'actif réel net de la société. Ça veut dire que ici, la société, lorsqu'elle exerce le contrôle, elle ne va pas pouvoir décider d'acheter ou de céder un actif ou d'assumer la responsabilité de rembourser un passif. Elle a tout simplement le droit, finalement, à une partie du patrimoine net de la société. Donc la méthode de consolidation ici qu'on va appliquer, c'est la méthode de la mise en équivalence. Et maintenant, on clôture sur la notion donc d'influence notable, qui est tout simplement le pouvoir de participer à des décisions relatives aux politiques donc financières et opérationnelles de l'entité qu'on détient. Donc, généralement, on pouvait rattacher à ce qu'on a vu en ANC, dès lors qu'on a plus de entre 20 et 50%, on est en influence notable. Et si on arrive à déterminer qu'il existe donc une influence ou soit la possibilité de nommer ou de révoquer des dirigeants ou de participer encore à des politiques financières, vous pouvez détenir le contrôle. Alors attention, c'est un abus de langage. On ne parle pas de contrôle, mais on parle bien d'une influence notable. Donc une participation à des décisions. Okay, on ne parle pas de contrôle, c'est bien une influence. Et on parle bien de contrôle uniquement dans les cas d'activité conjointe ou encore de contrôle prévu donc par la norme IFRS 10. Retrouvez donc une synthèse des méthodes applicables selon les normes IFRS 10, 11 et l'IAS 28 en fonction du type de contrôle. Donc lorsqu'on a un contrôle tout court, hein, on fera de la consolidation. Lorsque vous avez un partenariat ou des activités conjointes, on utilisera la méthode de consolidation partielle. Et lorsqu'on a un partenariat co-entreprise, on sera en mise en équivalence, ainsi que pour le type de contrôle, hein, de l'influence notable. Alors on ne dit pas contrôle, hein, comme l'a dit Monsieur Mallet tout à l'heure, hein, mais ici, hein, lorsqu'on est dans le cadre de l'influence notable, eh bien, on utilisera la méthode de consolidation mise en équivalence. Dans un deuxième temps, on peut jeter un œil pourcentage d'intérêt, puisque le mécanisme sera identique à ce qu'on a appris. Le mécanisme du calcul du pourcentage d'intérêt sera identique à ce qu'on a appris en méthode ANC 2001. On fera attention à une exception, puisque la multiplication d'intérêt, des pourcentages d'intérêt se fait uniquement par l'intermédiaire de sociétés sous contrôle exclusif, à l'inverse du référentiel ANC 2001, où on fait la multiplication des pourcentages d'intérêt par l'intermédiaire de sociétés qui sont sous contrôle exclusif et contrôle conjoint. Là, il n'y aura que le contrôle exclusif.